Boker Tov, je m'appelle Yossi. Et je suis pas sûr que j'ai compris de quoi je dois parler. Bah, vous me direz à la fin. Vous me direz à la fin. J'ai ici... Il y a la foule là cette année. Baruch Hashem. Donc j'ai ici, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de pages de Dapé Mekorot pour ceux qui veulent, s'il y en a qui veulent. Ok, maximum vous mettez à 5 ou 6. S'il y en a qui veulent, ok, il y en a quelques-unes ici, c'est pas obligé, c'est pas obligatoire. S'il y en a qui veulent ou que ça vous aide, ok. Mais à passage aussi, je vais raconter des histoires, vous inquiétez pas. Top, je commence. Yalla, on commence. Et qu'est-ce que vous racontez à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous allez raconter à vos petits-enfants? Par exemple, sur Yetziat Mitzrayim, vous savez que c'est marqué Leman Tesaper, les bincha ou les ben bincha, et asher it'alalti bemitzrayim, comme j'ai, je sais pas comment on pourrait dire it'alalti, comme je sais pas comment dire en français, peut-être tyrannisé, enfin, c'est-à-dire, j'ai joué avec l'Égypte, et asher it'alalti bemitzrayim, vet ototai asher samtibam, les man, afin que, c'est-à-dire, ça veut dire que la sortie d'Égypte, elle doit se raconter. Imaginez que la sortie d'Égypte, on ne la raconte pas. À la rigueur, si la sortie d'Égypte, on ne la racontait pas, hein, alors elle n'aurait pas eu lieu, en tout cas, hein, on serait sorti. Mais il n'y aurait pas eu lieu tout ce qu'il y a avec la sortie d'Égypte. Mais Kitsour, donc, il faut savoir quoi raconter. Et là, maintenant, depuis 1 an et demi, c'est 1 an et demi, l'année dernière, il y a 2 ans, la première fois que j'ai parlé ici, je crois que c'était il y a 2 ans. C'était un sujet... C'était un Ah, Tisha B'Av, non, mais enfin... Il y a 2 ans, c'est ça. L'année dernière, on était déjà après des mois et des mois de guerre, et ça avait influencé, enfin, il me semble que ça avait influencé le sujet, etc. Cette année encore, mais quelle différence entre ce qu'on devait parler l'année dernière et ce qu'on devait parler cette année, Nachon, et surtout, il y a quelque chose de très très frais dont on sort maintenant, Nachon, tout ce qui s'est passé avec l'Iran, etc., quelque chose de très très frais dont on sort maintenant. Donc je me suis posé la question, ok, alors qu'est-ce que je dois raconter? Qu'est-ce qu'on doit raconter de ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qu'on doit raconter de ce qui s'est passé maintenant? Ou qu'est-ce qu'on doit raconter de cette chaîne en fait, historique, de cet événement-là qu'on vit depuis 1 an et demi, où il y a une telle différence entre le début et le maintenant. Je n'ai pas envie de dire la fin, parce que je ne sais pas si c'est fini. C'est-à-dire, entre le début et le maintenant. La différence, elle est tellement grande entre le début et le maintenant. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que je raconte, ok? Alors, j'imagine, enfin, vous racontez tous, d'accord? Qu'est-ce que vous racontez à vos enfants et à vos petits-enfants? Je vais vous montrer une photo. Et c'est ça que, à mon avis, c'est ça que j'ai envie de raconter. Vous voyez cette photo? Hein? Ben, vous allez la voir dans une seconde, parce qu'elle est en train de tourner. Là, maintenant, vous la voyez, Nachon? C'est quoi cette photo? Hein? Hein? C'est Netanyahou? C'est avant l'attaque ou après l'attaque? Qu'est-ce que vous dites, avant ou après? Hein? Qui c'est qui a dit avant? Qui c'est qui a dit après? Tout le monde a raison. Et ouais, c'est ça l'histoire de la photo, c'est que c'est avant et après, exactement. Avant, on ne savait pas pourquoi, et après, il raconte que quand il était venu avant, c'était aussi pour l'attaque. Nachon? C'est quoi avant? C'est la veille de l'opération Am Kelavi. Il y a le président argentin qui arrive en Israël. Ok, et donc il va au Kotel, et Netanyahou qui l'accompagne. Et quand Netanyahou l'accompagne, il va avec lui au Kotel, il prie, pas seulement pour les caméras. Le président argentin est dans tous ses états, mais il ne comprend pas en fait qu'il est accessoire en fait dans une scène, et qu'en fait Netanyahou il se sert du président argentin pour aller au Kotel. Il se sert en fait de cette visite-là pour aller au Kotel, et donc il va au Kotel, il met son talit, Netanyahou, il met son talit, il prie, ok. Et il met un pétek dans le mur.
comme, je sais pas, comme il y en a beaucoup qui font. Il met un pétek dans le mur, nachon, et à la fin de Am Kelavi, il retourne au kotel. Il raconte que quand il est venu au kotel, le pétek qu'il avait mis, c'était Hen Am Kelavi Yakum Vekahari Itnasa. Le pétek qu'il a mis dans le kotel, c'est ce pasouk, Hen, c'est le nom de l'opération. Okay? Am Kelavi Yakum, un peuple qui se lève comme un lion. Okay? Qui se lève comme un lion, qui s'érige comme un lion. Un lionceau, etc. Ari et la vie, Ari, ok, c'est des formes différentes de lion. Et donc en fait, c'est le pétek qu'il a mis. Et le pétek qu'il a mis après, parce que maintenant il peut raconter, quand il vient à la fin, il revient aussi après, et il dit qu'il a écrit sur le pétek En ke am ke la vie kam. Au début, il a écrit Yakoum, comme c'est marqué dans le pasouk, mais c'est un futur. Yakoum va se lever. Va se lever quand? Ben, ce soir. Ok? Et après ça, il a écrit Hen am ke la vie kam. Le peuple s'est levé, s'est érigé comme un lion. Est-ce que c'est ça ce que je voulais vous montrer de la photo? Non. Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire dans cette photo? Le talit. Exactement, le talit. Je sais pas exactement le talit. Ça veut dire des premiers ministres qui vont au kotel, il y a. Des personnalités qui vont au kotel, il y a. Un premier ministre qui est ouvertement, de par son éducation, de par tout son parcours, de par l'éducation de son père, le grand historien Ben Sion Netanyahou, sa maison, etc., qui est profondément laïque, très attaché au Tanakh, mais profondément laïque. Et en fait, pour la première fois, il y a ce type de Premier ministre qui débarque au kotel, mais qui débarque au kotel de façon ouverte comme un acte religieux, comme un acte de tfila, et pas comme un acte national. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Ok, mais il met un talit. Il met un talit avant et il met un talit après. Il met un talit avant, il met un talit après. Et en fait, a priori, le dirigeant, le roi dans Israël, la fonction de roi au sein du Ham Israël, normalement, historiquement, idéalement, dans l'idéal, ok, il est quelqu'un en fait qui sent ou qui porte en lui tout Israël, et toutes les aspirations d'Israël, et toutes les forces d'Israël, etc. Mais ça là, okay, c'est comme ça que le Rav Kook le décrit aussi. Et ce Premier ministre, il a quelque chose de ça. Il a quelque chose de ça. Quand le Premier ministre, il met le talit, ça veut dire que je pense, et c'est ça la beauté de la photo, elle est très émouvante cette photo. Je pense que quand il met son talit, eh ben, en fait, il comprend que le peuple a mis son talit. Et donc lui aussi, il le met. Le peuple a mis un talit, zéou. Maintenant, le talit, ça veut dire que ça se voit maintenant. Parce que je peux aller au kotel avec mon costard. Intérieurement, je suis en train de prier. Mais extérieurement, je suis venu comme Trump, il est venu, ou comme le pape, il est venu, comme n'importe qui il est venu. On va au kotel, c'est historique, c'est national, c'est des vieilles pierres, et de toute façon, etc. Quand je mets un talit, il y a quelque chose d'ouvert. Il y a quelque chose d'ouvert, il y a quelque chose d'affranchi. Il y a quelque chose d'affranchi dans le fait que quand je viens au kotel, je viens prier. Je viens à un endroit qui est un endroit de rencontre avec l'Éternel. Okay, je viens ici pour cette rencontre-là. Première fois. Avant, c'est sûrement parce qu'il était comme ça. Et après, ben parce qu'on est après Am Kelavi. Et donc, quand je me suis... parce que le sujet, il est compliqué. Enfin, il est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, il vit en étant capable de lire dans l'histoire, de lire dans les lignes de l'histoire, et entre les lignes de l'histoire, il est capable de lire la main d'Hachem qui se dévoile, ou la main d'Hachem qu'il faut raconter qui se dévoile. Quelle main d'Hachem je dois raconter maintenant qui est en train de se dévoiler? Ok? Mais moi, je ne suis pas un Talmid Chacham. Quoi de tout ce qui s'est passé, de toute cette multitude de choses tellement contraires, de cet entrechoc, en fait, de ce 1 an et demi, etc., qu'est-ce qu'on a dans la main, Karega? Est-ce qu'il y a dans la main quelque chose de nouveau, etc. Pourquoi cette question, elle est évidente? Pourquoi cette question, elle est importante? Il y a Choliot que c'était avec vous l'année dernière. Il y a des visages que je reconnais de l'année dernière, il y a 2 ans. Et il y a aussi de nouveaux visages. L'année dernière, le sujet de la guerre, il était déjà présent, si je me souviens bien. Et je ne me rappelle pas si c'était avec vous ou pas, mais il y a toute une Torah du Rav Kook sur la guerre. Et, notamment dans Orot HaMilchama. Dans une partie de Orot qui s'appelle Orot HaMilchama, mais pas que dans Orot HaMilchama, dans d'autres parties aussi de Orot et de ses livres. C'est un sujet qui est très présent. C'est un sujet qui est très présent aussi du temps du Rav Kook. Le temps du Rav Kook, c'est le temps de la Première Guerre mondiale.
C'est-à-dire une guerre, enfin, c'est du jamais vu dans l'histoire, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Okay, mais à ce moment-là, c'est du jamais vu dans l'histoire. Et donc il y a une question à se poser sur la fonction de la guerre. Il y a une question aussi à se poser non seulement sur la fonction de la guerre, mais il y a aussi une question à poser sur le fait que, comme le dit le Rav Kook, nos grands étaient des grands guerriers. Mapitom que les grands doivent être des grands guerriers. Mapitom que Avram, il se dévoile aussi à travers la guerre. Mapitom que Yaakov, il se dévoile aussi à travers la guerre ou sa capacité à faire la guerre, etc., etc. David, évidemment, David, c'est un roi. Un roi, il fait la guerre. Nahon. Et on voit en fait qu'à la rigueur, même à travers la guerre, ils sont grandis. La guerre les grandit, la guerre les définit, etc. Ça fait partie de la construction de nos grands, des Avot Haolam. Nahon. Et donc, en fait, pour le dire en une seule phrase, et ensuite, j'aimerais qu'on prenne un exemple de ça, et après, je vous raconte une histoire, ou des histoires, parce que vraiment, je pense qu'il faut raconter des histoires sur ce qui s'est passé. En gros, il me semble que si on doit simplement, peut-être résumer, la guerre vient à travers le choc, à travers le zazoua, à travers le choc. La guerre, elle vient émerger à un niveau qui aurait pu ou qui aurait dû émerger sans la guerre. Ça veut dire qu'on est dans un processus de retour à nous-mêmes. À travers ce retour à nous-mêmes, le monde revient à lui-même et l'Éternel revient à son monde. C'est-à-dire, le monde est en train de revenir à sa vraie normalité. À sa vraie normalité. À travers Israël qui revient à sa vraie normalité. Il y a un processus. Et ce processus, il est évidemment divin. Et ce processus qui est divin, il a aussi, je ne sais pas, sa dynamique, son timing, etc., selon des considérations que je ne connais pas, que je ne comprends pas, que je ne sais pas, que je saurais juste lire. Okay, mais donc je ne comprends pas la raison ou l'origine, etc. Mais c'est-à-dire, des fois, ça s'arrête. Des fois, ça bloque. Des fois, on bloque. Des fois, on traîne. Ou alors, des fois, on perd un acquis. On n'a pas compris qu'on avait un acquis, on a perdu cet acquis. La guerre, elle vient nous propulser à l'étape suivante. Soit nous ramener ce qu'on a perdu, comme on va le voir, soit, à travers la guerre, nous propulser à une étape suivante quand nous, par nos efforts, par notre libre arbitre, etc., on ne l'a pas fait tout seul. Et donc, il y a toujours un côté douloureux dans la guerre, évidemment. Il y a un côté euphorique dans une guerre qu'on gagne, ok. Enfin, il y a un côté douloureux. Il y a toujours un côté douloureux, c'est-à-dire il y a un prix. Oh, il va avoir le prix, ok. Et là, le prix, il est tellement présent. Le prix, il est tellement présent, ok. Et donc, ça donc, en fait, pourquoi je vous ai dit ça? Je vous ai dit ça pour vous dire que, en fait, a priori, si tu sors d'une guerre, mais que tu n'as personne, on va dire dans nos grands, dans ceux qui savent lire, qui savent lire l'histoire, il n'y a personne qui va te dire, ok, qui va nous amener en fait à ce que la guerre en fait elle a créé ou ce que la guerre elle a porté, ce niveau-là qui doit maintenant être dévoilé, qui doit être développé, etc. Eh ben on est passé un petit peu à côté. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous comprenez ce que je vous ai dit? Ça veut dire une guerre, elle a aussi un but, elle a une fonction dans la reconstruction du Ham Israël. Dans la reconstruction du Ham Israël. Qu'est-ce qui se construit maintenant? Qu'est-ce qui se construit qui ne se construisait pas avant? Non, mais c'est pas fini encore. Je sais. On est le prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, ne vous inquiétez pas. OK? Mais il y a des étapes. Il y a déjà un acquis. Il y a des étapes. Il y a des étapes. C'est de façon évidente par rapport à là où on a commencé. Il y a 1 an et demi, à Simchat Torah, de façon évidente, il y a une étape radicalement différente qu'on a vécu ces derniers mois. A priori, radicalement différente qu'on a vécu ces derniers mois. Nachon, ce que je vous dis maintenant, je veux, comme ça, par rapport aux mécorotes que je vous ai donnés, ok, je vais prendre quelques minutes. Je vous ai dit ce que je veux faire maintenant, c'est comme ça. Je vais prendre quelques minutes pour voir ça à travers au moins 1 ou 2 exemples qu'on connaît, qu'on a raconté notamment dans la paracha de cette semaine de Massé. On reprend en fait toutes les étapes du Ham Israël dans le désert. Et on verra, selon les questions, selon le temps que ça a pris, etc., est-ce qu'on va lier ça à un autre événement, etc. Et ensuite, ce que j'ai amené, et que j'ai traduit spécialement pour vous, c'est, j'ai un ami, j'habite dans un yishuv, le yishuv Neria, et j'ai un ami qui s'appelle Liel, qui est un des officiers de renseignement d'une des unités d'élite, d'une des grandes unités d'élite qui était extrêmement présente en Iran. Et il a raconté à une soirée Seudat Odaya, enfin à un événement de Odaya, de remerciement, de gratitude envers Hachem, à la fin de l'opération Amkelavi, il a raconté un petit peu de ces 12-13 jours qu'il a passé dans le bord, dans la salle d'opération, on va dire, dans le centre d'opération de la Kiria, de l'état-major. Et je pense que
Ok, donc je demandais qu'est-ce que tu peux me raconter, me raconter, etc. Parce que la plupart, il ne peut pas raconter, évidemment. Donc, il peut raconter des trucs qui sont bénins entre les choses, etc. et tout. Et voilà. Et donc, j'aimerais bien partager ça avec vous. Et de là, lier les deux, le Makor que je vous ai dit, cette histoire-là, vous racontez aussi, peut-être moi aussi, ces mêmes sentiments. Je vous ai amené 2-3 photos aussi, au cas où vous endormez. Donc, tant que vous ne dormez pas, il n'y a pas de photo. Vous dormez, photo. Ok. Je vous ai amené aussi 2-3. Je vais vous raconter en fait comment moi aussi, au Liban, que ce soit au début, après le 7 octobre, à la frontière libanaise, parce qu'on n'était pas rentré au Liban, mais au Liban cette année, le Liban, l'Iran, tout ça, c'est très très lié. Ok. Comment ces choses-là dont on va parler, comment vous donner quelques illustrations, quelques exemples de qu'est-ce qui s'est passé, de qu'est-ce qu'on a traversé, de là où on était et là où on est. Vous allez voir, c'est frappant. Donc c'est pas des trucs, des hauts faits d'armes, juste des ressentis de choses que là-bas pendant cette guerre au Liban notamment, ok, et qui est en fait qui était une espèce de comment on dit de Akdama à la guerre avec l'Iran. Besséder. Alors regardez, pour ceux qui ont les Mekorot, il y a un événement qui se passe. J'ai amené aussi une carte, 2 secondes. Top, je trouve pas la carte. Carte d'Israël. Qui c'est qui me prête sa carte d'Israël? Personne. Hein? Besséder, vous l'avez en tête? Ok, on va faire en gros, ok? Vous prenez le sud d'Israël, vous avez le sud d'Israël, vous avez Beersheva, ok? Vous avez Beersheva, vous avez quelque part ici Arad, et ensuite vous descendez vers le sud. Quand vous descendez vers le sud, vous mettez ici la petite ville de Yerouham. Et ensuite, Sde-Boker, la tombe de Ben Gurion, etc. Vous l'avez? Et là, en bas, en dessous du Haron HaKodesh, c'est Elat, ok? Besséder Tov. Besséder, vous l'avez? Très bien. Il y a des routes. Okay, il y a une route notamment qui lie la région de Sde-Boker à Yerouham et vers Arad. D'accord? Cette route, elle a un numéro, je ne me souviens plus de son numéro, peut-être la 246, Macho Kazé. De toute façon, personne ne vérifiera, donc la 246. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez ça en tête, il y a un événement qui se passe dans la paracha de Choukat. Choukat, c'est une paracha qui est tellement riche parce qu'on passe de la 2e à la 40e année dans le désert. Il y a la mort de Myriam et d'Aaron dans la même paracha. Il y a la faute de Mémériva, donc la faute de Moshe et Aaron avec le rocher, et tout le grand chemin, tout le grand détour que fait Israël jusqu'à ce qu'il arrive aux portes d'Eretz Israël. Tout ça, c'est dans la paracha Choukat. Mais c'est-à-dire tout ça, c'est dans la paracha Choukat. Donc c'est une paracha qui est extrêmement riche, et c'est une paracha qui se passe dans la 40e année, qui se passe autour d'Israël et des frontières d'Israël telles qu'on les connaît. Vous êtes, c'est-à-dire? Très bien. Et il y a un passouk qui dit comme ça. Okay, je le lis et je le traduis, celles qui l'ont, mais de toute façon, je le lis. Vaishma haknaani melech Arad. Et le Knaani, roi de Arad, a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Yoshev haNegev, habitant du Negev. Okay, faites attention aux répétitions. Qui bat Israël derech ha'atarim. Que Israël vient ou est venu, ou est en route pour venir, derech ha'atarim. Par le chemin ou par la route des Atarim. Atarim, comment c'est traduit? Alors regardez, le Rav Tzadokan, il ne s'est pas mouillé, ayant appris qu'Israël s'acheminait par ces régions. Ok, je ne sais pas, mais il y a un derech Atarim. Atar, c'est un site, mais c'est pas sûr que ça veut dire ça, parce que c'est un truc qui est marqué une fois dans la Torah, donc on ne peut pas le comparer, on n'a pas d'exemple pour le comparer, donc balagan. Ok? Vailachem be'Israël. Il se bat contre Israël, Vayishb mimenu shevi, et il fait de lui des captifs. Il prend de lui des captifs. Sauf que shevi, c'est marqué au singulier. Et donc Rashi va ramener la Gemara qui dit une captive. Okay? Mais pas tout le monde est d'accord avec Rashi. Le Targum Yonatan, par exemple, il dit beaucoup de captifs. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de raconter quelque chose auquel, très souvent, on passe complètement à côté de ça. Israël fait une guerre. C'est la première guerre que fait Israël après 40 ans dans le désert, après être sorti. Enfin, c'est sa deuxième guerre en tout. La première, c'était Amalek au tout début, vous vous rappelez, avant qu'on reçoive la Torah, quand on arrive à Rephidim, peut-être qu'on va en parler, avec les mains de Moshe qui lèvent, etc. Tout le monde se rappelle de ça. Okay, et ensuite, 40 ans dans le désert, et après 40 ans dans le désert, nouvelle guerre,
3 psukim sur cette guerre-là, et cette guerre, d'après ce pasouk, on la perd. Ça veut dire qu'il nous tombe dessus, il nous fait la guerre, il prend des captifs, et c'est fini. Et donc on a perdu. Donc en fait, la première guerre d'Israël, qui a un rapport avec Eretz Israël, qui a un rapport avec la conquête, ou les tentatives, ou les préparations à la conquête, cette guerre, elle est perdue. Vous saviez ça? Ok? Vous saviez ça? Et pourtant, c'est dans les psukim, mais c'est même repris cette semaine dans la paracha de Mas'é. Maintenant, il y a une guerre qu'on perd, et si je vais selon le Pshat, et si je vais selon le Targum Yonatan, par exemple, et d'autres commentaires, lui, il te dit, c'est beaucoup de captifs. Beaucoup de captifs, ça veut dire qu'il y a plein d'otages. Ça veut dire qu'il y a une guerre, ils nous sont tombés dessus, ils ont pris des otages, et on a perdu la guerre. Je continue. Vaïdar Israël neder l'Hashem vayomar. Israël fait un neder, donc s'engage, fait un vœu, je ne sais pas comment on dit, à Hachem, et dit Im naton titen et amazé beyadi. Si tu me le donnes entre mes mains, c'est-à-dire si tu me laisses le vaincre, veha haramti et arehem, et donc je sanctifierai tout le butin pour toi, pour Hachem, pour le Mishkan, etc. D'accord? Vaishma Adonai bekol Israël. Et Hachem écoute la voix d'Israël, Vaïten et Kenaani, et il leur donne le Kenaani, Vayaharem etrem ethem vet arehem, et donc on a sanctifié, on a confisqué et sanctifié tout ce qu'on pouvait prendre, le butin, Vaikra Shema Makom Horma. Et on a appelé cet endroit-là Horma. Très bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser. La première question que je vais vous poser, c'est parce que vous avez, bien que je vous l'ai déjà un petit peu répondu, où ça se passe? C'est très intéressant de voir où ça se passe. Je vais vous dire ce que je vous propose, mais il faut pas que si vous voyez que je m'étale là-dessus, vous me faites un signe parce que je suis capable de partir là-dessus pendant. Hein? Non, pas du tout. Non. Arad, c'est pas Gaza. Et Arad, c'est pas Gaza. Non, j'étais pas été. C'est pas le Hamas. Et ça, c'est premièrement. Et quand vous avez entendu les psukim, et pour ceux qui les connaissent et qui connaissent les mefarshim, etc., qu'est-ce qui manque dans ces psukim? Je vais répondre aux deux. Première question, où ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce balagan? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, cette guerre perdue? Pourquoi elle est perdue, cette guerre? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour perdre une guerre? Pourquoi est-ce qu'il nous prend des captifs? Qu'est-ce qui s'est passé, Makara? Depuis quand on a perdu? Quoi? Mais moi, toutes les guerres que je connais dans le Tanakh, de ces 40 ans dans le désert, c'est des guerres qu'on a gagnées. Amalek, on gagne. Il y a des moments où on perd, des moments où on gagne, ça dépend des mains, etc. Tout un balagan. Avan, on gagne. Ensuite, Sichon Melech Haemori, on gagne. Ogmel Chabashan, on gagne. Et là, au milieu de ça, il y a un petit événement qu'on rate très très souvent, parce qu'il n'est pas clair. Il n'est pas clair, et de façon explicite, quelqu'un nous fait la guerre et gagne. À tel point que je prie à Hachem, et je dis à Hachem, s'il te plaît, donne-moi une deuxième chance. Laisse-moi libérer mes captifs, laisse-moi gagner. Hachem, il dit, yallah. Et on a gagné. Et une fois qu'on a gagné, on se retire. Très bien. Et donc, ma première question, c'est où, ce truc-là? La deuxième question, dans les psukim que je vous ai lus, qui c'est qui manque? Pas qu'est-ce qui manque, mais qui c'est qui manque? Il manque Moshe. Il est où Moshe? Il est où Moshe? Il y a autre chose que je vais vous montrer, à mon avis. Je ne crois pas me tromper, je vais vous proposer quelque chose. Il est où Moshe? Mais ça a l'air très bien. Alors, où ça se passe? Ça se passe après la mort. Les événements, je vous les place, ok? Je vous place. Voilà. On est fou. Hein? Vous racontez pas au médecin. Et on arrête de filmer, il va me voir sur le truc, je pourrais l'assurance. La première question qu'on a dit, je vous les place, ok? Comment ça se passe? On arrive à la 40e année, Myriam meurt. Après que Myriam meurt, il y a à Kadesh. Kadesh, c'est dans le Negev, ok? C'est plus ou moins à mi-chemin, grosso modo, c'est plus ou moins à mi-chemin entre Beersheva et Mitzper Amon, on va dire. Ok, donc très très proche de là où on est maintenant, de ce que je vous ai dit, de là où on est. Ok, et Myriam meurt. Il y a la fameuse aventure, catastrophe de Mémériva, du peuple qui demande de l'eau. Il n'y a plus d'eau parce que Myriam est morte, vous vous rappelez de ça? Donc il n'y a plus de BR. Ok, Moshe qui frappe le rocher, pas clair ce qu'il fait. Je crois que le Or HaChaim, si je ne me trompe pas, il dit qu'il y a 13 avis différents du temps du Or HaChaim. Ok, imaginez aujourd'hui, du temps du Or HaChaim, si je me souviens bien. En tout cas, le Or HaChaim, il ramène et il détruit 13 avis différents sur quelle est la faute de Moshe. Okay, il y a autant de fautes de Moshe que de personnes qui sont capables d'écrire, plus ou moins. Et suite à ça, Hachem il dit à Moshe et à Aaron, ok, vous allez mourir, vous ne rentrerez pas en Israël. Aaron meurt.
Un endroit qui s'appelle Orahar, et on pleure Aaron pendant 30 jours. Quand c'est qu'il est mort Aaron? Hier. Ok? Ok? Exactement. Donc Aaron meurt. Une fois qu'Aaron meurt, on a perdu avec Myriam le BR. Avec Aaron, qu'est-ce qu'on perd? Nistalku ananea kavod, les nuées, ces fameuses nuées, ok, exactement, qui dépendaient ou qui étaient une conséquence du srout d'Aaron, on les perd aussi. Qu'est-ce qui se passe juste après? Vaishma Aknani melech Arad. Vous l'avez? Voilà, vous avez la suite. Et donc la première question, c'est Vaishma, qu'est-ce qu'il a entendu? Exactement. Donc regardez la deuxième source. La deuxième source, c'est Rashi, mais je vous le lis. Shama, qu'est-ce qu'il a entendu? Vaishma Aknani melech Arad. Donc il a entendu quelque chose, il s'est passé quelque chose. On lui a dit, tu sais, il y a un truc qui a changé. Ah, c'est parti, on attaque. Qu'est-ce qu'il a entendu? Shama shemet Aaron venistalku ananea kavod. Il a entendu que Aaron était mort et donc que les ananea kavod, les nuées, étaient partis aussi, comme c'est marqué dans le traité de Rosh Hashanah. Très bien. Ok. Qui c'est qui nous attaque? C'est marqué. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk? Je vais voir si vous suivez. Qui c'est qui nous attaque? Vaishma, Haknaani, Melech Arad, Yoshev Hanegev. Qu'est-ce qui ne va pas dans le pasouk? Yoshev Hanegev. Pourquoi tu me le dis? Je sais. Et même si je ne sais pas, Mazem Shane, tu m'as dit que le Knaani, roi de Harad, ça suffit. Le Knaani, roi de Harad, qui est installé dans le Negev. C'est comme je disais, la journée d'études de Emouna à Yerushalayim, en Judée. Mais c'est un dis-moi Yerushalayim. Une fois que tu as dit Yerushalayim, tu as déjà été au plus précis. Pourquoi est-ce que tu... Nachon? Yoshev Hanegev, c'est un nom de code. C'est un nom de code, nous dit Rashi. C'est quoi le nom de code? Le nom de code, rappelez-vous, au moment de toute la description des Meraglim, etc., okay, donc près de 40 ans avant, on nous dit Amalek Yoshev Be'eretz Hanegev. Amalek est installé Be'eretz Hanegev. Amalek, c'est un bédouin. Amalek Yoshev Be'eretz Hanegev. Nachon, vous l'avez ou pas? Et donc c'est pour ça que Rashi dit Yoshev Hanegev, c'est Amalek. C'est Amalek. Pourquoi? Parce que c'est marqué chez Nehemar. Amalek Yoshev Be'eretz Hanegev. Nachon? Quelle question vous posez à Rashi? Hein? Ah, pas seulement Arad, mais Arad c'est dans le Negev, donc ça va, Rashi peut s'arranger avec ça. Mais il y a plus dur pour Rashi dans le Pasouk. C'est marqué à Knaani, tu me dis Amalek. Tu me dis c'est un Cananéen. Rashi te dit, ah il habite dans le Negev, ah non c'est Amalek. Mais le Pasouk qui te dit que c'est pas Amalek. Le Pasouk qui te dit que c'est un Knaani. Qu'est-ce que tu me dis que c'est Amalek? Comment ça peut être un Knaani? C'est un peuple, c'est une ethnie. Ou des ethnies qui s'appellent les Knaanim. Amalek c'est une ethnie qui s'appelle Amalek. Il est soit Knaani, soit Amalek. Nachon? Nachon, exactement, parce que c'est pas les mêmes. Parce que c'est pas les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que nous ramène Rashi? Rashi nous ramène, c'est quoi? Veshina et leshono ledaber belashon knan, kedei sheyehu Israël mitpalim lakadosh baruch hu latet knaanim beyadam. Il dit en fait, c'est quoi? Les Amalekim se sont déguisés en knaanim. Ils se sont déguisés en Knaanim, Yafemot, pour tromper Israël. C'est-à-dire quoi pour les tromper? En quoi tu vas me tromper? Est-ce que je vais faire la guerre différemment si tu es habillé comme un Knaani ou comme un Amaleki? D'abord, c'est possible. Mais ce n'est pas ça qui dit Rashi. Qu'est-ce qui va nous tromper? En quoi on va se tromper? On va se tromper dans quoi? On va se tromper dans la tfila. On va mal prier. On ne va pas prier pour le bon ennemi. C'est un chidouche, là. Vous entendez ce que je vous dis? Tu dois prier pour le bon ennemi. Et si tu ne pries pas pour le bon ennemi, eh bien, yacholiot que tu ne feras pas la bonne guerre. Et si tu ne fais pas la bonne guerre, yacholiot que je ne sais pas ce qui va se passer. Okay? Et donc Israël voit qu'il y a une confusion. Israël voit qu'il y a une confusion. Regarde, c'est un Knaani, a priori oui, par rapport à là où il habite. C'est un Amaleki, a priori oui. Enfin, c'est un Amaleki, oui, par rapport à là où il habite. C'est un Knaani, oui, par rapport à ce qui ressemble, etc. Qu'est-ce qu'ils font Israël? Israël, il prie général. Ok? Comme Rachid dit, Amrou nitpalel stam, on prie en général, on ne prie pas pour une certaine ethnie ou un truc comme ça. Ok? Très bien, Méanienne. Qu'est-ce qui sort de ça? Soyez avec moi, je veux ensuite vous raconter cette affaire de Moshe, etc. Qu'est-ce que je ressors de ça? Il y a un truc très bizarre qui se passe, que je ne sais pas complètement expliquer, mais dont je vais retirer un principe qui est important. Le principe que je vais retirer, c'est que quand tu te bats contre un ennemi, quand tu es Israël qui te bat contre un ennemi, il faut savoir qui est ton ennemi et pourquoi tu te bats contre lui. Parce que si tu ne sais pas qui est ton ennemi et pourquoi tu te bats contre lui, alors tu rates ce qu'on a dit au début.
Qu'est-ce que tu rates, ce qu'on a dit au début? Ça veut dire que tu ne sais pas faire émerger du conflit, du clash, ce qui est censé émerger. Tu n'es pas sur le bon combat. Et si tu n'es pas sur le bon combat, eh ben, le combat il peut s'éterniser. Tu n'es pas sur le bon combat, le combat il peut s'éterniser même si l'ennemi il est très faible. Par exemple, on a écrasé un empire en 13 jours. C'est un empire. Maintenant, tout le monde nous dit, c'est pas un empire, on les a écrasés. J'ai un ami à moi qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, qui m'a écrit sur ce message que l'Iran, c'était un tigre de papier. Et je n'ai pas répondu, parce que je n'étais pas d'accord. Hein? Quelqu'un qui m'a dit, l'Iran, finalement, on avait raison. Je ne sais pas pourquoi il me dit on avait raison, c'était un tigre de papier. OK? Hein? Je ne suis pas d'accord. C'est lui, c'est Stéphane. Hein? C'est un grand journaliste, donc, OK? Mais en tout cas, aux yeux de tous, et même à nos yeux à tous, pendant 20 ans, pendant 30 ans, l'Iran, c'est un empire qu'on écrase en 13 jours. Et le plus faible de nos ennemis, ça fait 1 an et demi qu'on se bat contre lui. C'est évident qu'il y a quelque chose qui est bien au-delà, il y a aussi de ça, mais c'est pas de ça qu'on est venu parler. Il y a quelque chose qui est au-delà de la stratégie. Là, c'est clair, c'est flagrant. Il y a quelque chose qui est au-delà de la stratégie. Quand tu n'as pas défini ton ennemi, je vous parle spirituellement, quand tu pries pour le mauvais ennemi, ça veut dire quand toi, en fait, tu pars à la guerre, mais quand tu pars à la guerre, tu n'as pas compris, tu n'as pas défini ton ennemi, eh ben, ça peut s'éterniser. Ça, c'est premièrement. Et donc, il décide de se déguiser. Et qu'est-ce que fait Israël? Israël prie. Maintenant, soyez avec moi maintenant. Pourquoi est-ce que Moshe, il disparaît? Si Moshe disparaît, c'est que Moshe s'est retiré. Moshe, il ne disparaît pas parce que Moshe a disparu. Si Moshe disparaît, ça veut dire que Moshe a décidé de se retirer. Et donc, non seulement cet événement, a priori, à côté duquel on passe souvent, non seulement cet événement-là, il est énorme parce qu'il y a une espèce de guerre perdue qu'on ne comprend pas, donc on ne comprend pas pourquoi on l'a perdue, mais il y a aussi 2 autres choses qui arrivent pour la première fois. Pour la première fois depuis qu'on est devenu un peuple et qu'on est sorti d'Égypte. Pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Moshe, ce n'est pas lui qui mène. Le nom de Moshe n'est pas mentionné. C'est-à-dire qu'il y a une initiative du peuple. Et regardez bien ce qui se passe, c'est la première fois que c'est le peuple qui prie à Hachem et pas Moshe. C'est la première fois que c'est le peuple qui prie à Hachem et pas Moshe. Et regardez bien, je vous l'ai mis dans les sources, il me semble. Qu'est-ce qui se passe? Vaishma Adonai Bekol Israël. Et c'est quoi Vaishma Adonai Bekol Israël? Écrit le Natziv, le Emek Davar. C'est quoi Bekol Israël? Shehit Palelu. C'est-à-dire que Hachem a entendu qu'ils avaient prié. Et pas nécessairement le tochen, le contenu de leur prière. Mais ils ont entendu, Ribono Shalom a entendu que Israël a prié. C'est ça qu'il fallait que Israël prie. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, c'est de prendre cet événement-là et de le mettre dans le contexte que je vous ai dit. Ça veut dire qu'on est maintenant sur des espèces d'après-chocs, des aftershocks comme ça, de quoi? D'un événement géant qui s'est passé quelques mois après, mais en fait on est encore dans cet événement. Et cet événement qui s'est passé, c'est une paracha très mystérieuse où on demande de l'eau. Moshe pense qu'on demande mal. Il y a une affaire avec un bâton et un rocher. Allez savoir ce qui se passe là-bas. Suite à ça, Moshe et Aaron ne rentrent pas en Israël. Suite à ça, Aaron meurt. Suite à ça, le Knaani Melech Arad nous attaque. Et donc le Or HaChaim dit, cette guerre perdue et ces otages qu'on nous a pris, il le met dans les psukim, le Or HaChaim, parce que c'est son derrière Or HaChaim de le voir ou de le placer dans les psukim. Le Or HaChaim Akadosh dit qu'en fait, cette guerre-là, elle est la conséquence, la punition ou la conséquence de Memeriva. C'est une suite à Memeriva, c'est ça ma source. C'est une suite à Memeriva. Memeriva, c'est l'affaire de l'eau, ok? Memeriva, c'est l'affaire de l'eau. Vous vous rappelez? L'eau de la dispute. Donc, les eaux de dispute, ok? Là où Moshe et Aaron ont été punis, etc. Le Or HaChaim dit, comme là-bas, il y a une responsabilité d'Israël, il y a quelque chose qui s'est passé avec Israël, bien qu'Israël n'avait pas été puni pour ça. Okay, c'est Moshe et Aaron qui ont été punis. Okay. Suite à ça, le tzaddik Mistalek, le tzaddik meurt, mais suite à ça, et comme le tzaddik meurt, Vaishma Knani Melech Arad. Très bien. Quel rapport entre les deux? Regardez ce que j'ai envie de vous proposer. Je vais vous proposer justement, c'est pour ça que je vous ai amené le Emek Davar, le Natziv. Le Natziv, il dit la chose suivante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? On a parlé donc de cet événement-là de Knani Melech Arad.
Okay, cet événement-là, on l'a lié, en fait, à ce qui se passe depuis les eaux de la dispute, les eaux de la dispute, ouais, même Eriva. Okay, et selon le Rachaim, on l'a lié. Et aussi, on a vu qu'en fait, ici, il se passe deux choses qui sont assez particulières. C'est que Moshe, pour des raisons qu'on ne comprend pas encore, mais c'est ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, Moshe, il n'est pas présent dans cet événement où Ribono Shalom, si maintenant il n'y a pas Moshe, on vient de perdre une guerre, il est où Moshe? Je l'ai besoin plus que jamais, premièrement. Et deuxièmement, il y a un chidouche incroyable, le Ham Israël, il prie à Hachem. Il prie à Hachem et il s'engage envers Hachem. Il s'engage envers Hachem. C'est un octo. Ok. Quand le Ham Israël, il prie pas pour gagner, il prie pour libérer ses prisonniers. Ok? Il y a quelque chose là qui se passe. Nachon? Prie Hachem, s'il te plaît, laisse-moi libérer mes otages. Tov. Le Netziv, il dit que c'est la source, il me semble, voilà la dernière source que je vous ai marquée ici. Dans l'affaire des Meriva, des eaux de dispute, Hachem dit à Moshe la chose suivante. Kach et amaté, prends le bâton c'est avec lequel tu fais les miracles. Asherta sebo et otot, le bâton avec lequel tu fais les miracles. Ve'akel et aeda, et rassemble l'assemblée. Ata ve'aron achicha, toi et Aaron ton frère. Ve'dibartem el asela le'enehem, et vous parlerez au rocher, le'enehem, à leurs yeux. Devant le Ham Israël. Venatan meima, et alors il donnera ses eaux. Vehotseta lahem ma'im min hasela. Et ensuite tu leur sortiras l'eau du Sela. Mais c'est un dit le Netziv. Comment vous le comprenez? Ça veut dire quoi Vedibartem el Sela? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il devait faire? Nous, on est toujours l'explication qu'on a tous en général, c'est l'explication de Rashi. Rashi nous a Rashi, la grille de lecture numéro 1, quand on est, enfin, et en général, on comprend les psukim automatiquement avec Rashi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi leur faute? C'est quoi l'erreur? Qu'est-ce qu'on a en tête? Ils l'ont frappé au lieu de parler. Nachon, Yafemod, Rashi. Okay? Ils l'ont frappé au lieu de parler. Nachon. Et donc, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Vous êtes en train de me dire que ce qu'ils auraient dû faire, c'est que Moshe leur aurait dit rassemblez-vous. Okay? Rassemblez-vous, très bien. Là, il y a un rocher. Et donc, ils auraient dû dire au rocher monsieur. Ouvre-toi. Voilà, monsieur ou madame, je ne sais pas. Donne-moi de l'eau, Bevakasha. Je sais, ça fait bizarre, mais quand même, donne-moi de l'eau. Ok? Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a fait ça. Il a frappé. Il n'a pas frappé, il a fait ça, avec son bâton. Ou il a fait ça une deuxième fois, nous dit aussi Rashi. Mais il aurait dû quoi? Il aurait dû parler au rocher. Il aurait dû parler au rocher. Qu'est-ce qu'il dit le Netziv? Le Netziv, il dit Ena kavana shiye dabru im hasela. Évidemment qu'il ne devait pas parler avec le rocher. Ena kavana. Le passage, quand tu te dis Vedibartem el hasela, que tu parles au rocher, ça ne veut pas dire qu'ils doivent parler au rocher, on ne parle pas à un rocher. Si tu parles à un rocher, en général, après tu parles à un médecin. Ok? Nachon? Et va expliquer au médecin. Ok, va expliquer au médecin, tu dis non, mais je vous jure, je devais lui parler, c'est ça que je devais faire, je devais lui parler, etc. Et imagine le médecin, il te répond, mais non, il fallait le frapper. Ok, bon. Évidemment qu'il ne devait pas parler au rocher. Pourquoi? Parce que nous dit, ok, auto litenmaï, mais qu'ils ordonnent au rocher, je t'explique, maintenant tu me donnes de l'eau et tout de suite. Ok? Pourquoi? Le Sela, il n'entend pas. Ou le Barshmia, on ne parle pas à un rocher. Ok, on ne parle pas à un rocher. S'il y en a qui parlent à un rocher, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Ok, on ne parle pas à un rocher. Vaya ratson. Et donc, qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Écoutez bien, regardez le lien. Que Moshe, en fait, il réunisse le peuple, qu'il élève, qu'il le galvanise. Dvar alacha, tochacha. Et ensuite, et ensuite, qu'il prie. Vedibartem el hasela, c'est parler devant le rocher. Mais quoi parler? Parler à Hachem. Veitpalelu el hasela, veitpalelu betzibur. Ça veut dire, ok, ubeze natan meimav, et alors le rocher aurait donné ses eaux. Vous avez compris? Et là, c'est très évident. Okay, il a des sources, évidemment, le Netziv. Hein, c'est pas juste son idée à lui. Il a des sources, mais c'est pas notre sujet. Donc, on le mentionne pour revenir à notre sujet. Ça veut dire que, si on passe trop de temps là-dessus, il n'y aura pas d'histoire, je vous préviens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Netziv, il dit, on est la 40e année dans le désert. Et quand on est la 40e année dans le désert, c'est une grande Torah du Netziv. La grande Torah du Netziv, c'est l'année où les miracles s'estompent. Ils ne s'estompent pas parce que Aaron il est mort. Ils ne s'estompent pas parce que Myriam elle est morte. Ils ne s'estompent pas parce que Moshe va disparaître. À la rigueur, c'est le contraire.
Alors, regarde, c'est le contraire. C'est eux qui disparaissent parce que l'ère des miracles est en train de disparaître. Ils appartiennent à cette ère des miracles. Mais on est la 40e année dans le désert, c'est une année tampon, c'est une année de transition. On se prépare à l'entrée en Israël, et quand on se prépare à l'entrée en Israël, on se prépare à Istalkut Anissim. Okay, vous connaissez tout ça, les miracles qui se retirent. Et donc quand le peuple il vient, il dit, on avait de l'eau miraculeusement, et maintenant on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moshe leur dire, mais je vais vous montrer ce qu'à partir de maintenant vous allez faire, et que vous allez faire jusqu'à la fin des temps, parce que c'est le sport national du Ham Israël. Vous allez prier Betsibour, vous allez demander à Hachem de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, parce que vous avez fauté, et c'est ce qu'il leur explique au début, les divrei halacha vetochacha, s'il n'y a pas d'eau parce que vous avez fauté, vakasha, il faut faire tchouva, il faut truc, etc. Et ensuite, il faut prier. Ou baiser, asela yiten meimav. Et c'est ça qui va faire que le sela, que le rocher, il donne ses eaux. Et donc, en fait, ce qu'il devait faire à ce moment-là, il devait dire au Ham Israël, il va se passer maintenant quelque chose de nouveau, c'est pas moi qui vais prier Moshe, moi je me retire et vous priez. Vous l'avez? Moi je me retire et vous priez. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Moshe il fait un miracle. Parce que faire comme ça un rocher et que le rocher il donne de l'eau pour 2 300 000 personnes, c'est un miracle. Et donc Moshe il fait un miracle. Et Moshe il fait un miracle parce qu'il est Moshe. Parce que Moshe il ne demande pas, Moshe il n'implore pas. Moshe il dit donne-moi de l'eau, je veux de l'eau, et il y a de l'eau. Ça c'est Moshe. Moshe égale miracle. Mais c'est-à-dire, Moshe égale miracle. Un Val, qu'est-ce qu'on a raté à Mémériva? On a raté, pas seulement la tfila, très bien, la tfila, je suis d'accord, mais quoi d'autre? J'ai dit 2 choses. Un, la tfila, et surtout que le Ham Israël, il prenne sa place. Tu peux prier. Demain, je ne suis pas là, tu vas prier. Tu peux prier. C'est pas sans Moshe, il n'y a rien. Combien de fautes on a fait dans le désert? Combien de ces 10 grandes fautes du désert ont été occasionnées parce qu'on pensait que sans Moshe, il ne pouvait rien se passer. Ou que s'il n'y avait pas Moshe, on n'était pas capable. C'est-à-dire, comme par exemple le Chet HaEgel, la faute du veau d'or, etc. Et là, vous avez ici Moshe qui leur dit, on est la 40e année, on va rentrer en Israël, on va rentrer maintenant dans une Gdusha, dans une sainteté, dans une vie de Gdusha, une vie de sainteté, mais qui s'inscrit, qui s'imbrique dans la normalité de la vie, dans la vie normale. Dans la vie normale, quand il manque de l'eau, on prie. Ça, c'est normal. Ce n'est pas un miracle. Ça, c'est normal de prier. Qui c'est qui prie? Toi. Toi. Pourquoi? Parce que tu es un petit Moshe, tu es une petite Moshe, etc. Tout le monde prie. De la même façon que moi, je peux prier, toi aussi, tu peux prier. Et donc maintenant, Mémériva, c'est prier. Et vous comprenez maintenant ce que j'ai envie de dire, que selon ce qu'on voit, okay, selon le Nativ et selon l'Orach Chaim que je vous ai ramené, vous comprenez comment, en fait, cette guerre qui se passe avec Vaishma, Knaani, Melech Arad, en quoi elle est une suite de ça. Elle n'est pas seulement une suite, parce que suite à ça, Aaron, il est mort, et suite à la mort d'Aaron, eh ben, le Knaani ou le Amaleki, il nous est tombé dessus. C'est pas seulement ça, c'est pas ça la raison. Si, c'est ça, mais profondément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la madrega, le niveau de vie, le nouveau gilouï, comme on dit, la nouvelle révélation de vie, cette nouvelle facette de l'identité d'Israël qui devait se construire autour de la crise de Mémériva, de la crise du fait qu'il n'y ait pas d'eau à Kadesh dans le désert, il y a une crise. Cette crise-là, elle doit émerger quelque chose. Si tu ne l'as pas émergée par ton libre arbitre, elle émergera à travers le clash, à travers la grande crise qui est la guerre. Et comment est-ce que tu bats le Knaani Melech Arad qui vient te faire la guerre et qui a pris des prisonniers? En comprenant pourquoi il y a cette guerre. Et donc, Moshe, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Moshe s'est retiré. En tout cas, Moshe, il n'est pas dans les psukim. Et pour la première fois, ce n'est pas Moshe qui prie, et ce n'est pas Moshe qui fait la guerre. Et donc, vous comprenez que ce que va faire le Ham Israël, c'est exactement la réparation par rapport à lui de Mémériva, et c'est exactement d'acquérir ou de se réapproprier cette madrega qu'il a perdue. Et si c'est comme ça, l'ennemi tombe. Si c'est comme ça, l'ennemi tombe, même si c'est Amalek. Le Rav Kook, il appelle Amalek Koach Hamenaged le Israël. Il est le contrat, il est la force d'opposition d'Israël. Mais la force d'opposition, c'est celui qui t'oblige à être, qui t'oblige à émerger, qui t'oblige à te dépasser. Nachon? Qui t'oblige à te dépasser. Yafé Olo. Nachon? Très bien. Pourquoi je vous ai raconté ça? C'est un exemple de guerre, qui est un exemple de guerre au moment où on rentre en Israël, une guerre a priori qui est une catastrophe, et dans cette guerre qui est une catastrophe, le Ham Israël, en fait, il comprend qu'est-ce qu'il doit
spirituellement, on va dire, qu'est-ce que le Ham Israël, il doit émerger de cette guerre-là, et à ce moment-là, l'ennemi, il tombe. Et à ce moment-là, l'ennemi, il tombe. Même si c'est un Amaleki, ou même si c'est un Knaani. Les Knaanim, c'est un ennemi farouche. L'Amalekim, c'est un ennemi farouche, c'est un sauvage, Amalek. C'est le premier qui nous tombe dessus, c'est un sauvage, c'est dur. Nachon. Et il gagne son premier combat. Il gagne son premier combat et on le balaye sur le deuxième combat. Et on le balaye sur le deuxième combat parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire, qu'on s'est élevé au-dessus de la guerre. C'est ça? Parce qu'on s'est élevé au-dessus de la guerre. Je vous montre une photo. Vous avez mérité la première photo. Regardez cette photo. C'est une honte, cette photo, ok? Ok, je vous montre une photo. Ok, vous pouvez la passer aussi entre vous, c'est pas important. Ok, je pourrais aussi l'envoyer. C'est une photo que moi j'ai prise. Cette photo, je l'ai prise en juin 2023. Ok, j'ai eu l'idée ce matin de vous montrer cette photo, enfin d'en parler. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Je vais vous dire ce qu'on voit sur cette photo. C'est moi qui l'ai prise. Hein. On voit des soldats, mais quels soldats? Les soldats de la pire armée du monde. De l'armée, c'est une armée Pourim, genre. Vous connaissez les gosses qui se baladent à Pourim avec les déguisements made in China, avec de Tzal, etc. Voilà, c'est eux. Okay, c'est l'armée du... Non, c'est pas le Hezbollah, pas du tout. C'est l'armée du Liban. Vous savez qu'il y avait une armée au Liban? Bon, c'est l'armée du Liban. C'est des soldats libanais, c'est pas le Hezbollah. C'est pas le Hezbollah, c'est des soldats libanais avec des armes. Où ils sont? Comment moi je les ai pris en photo? On est en juin 2023. En juin 2023, on n'est pas encore au Liban. Cette photo, elle est prise à Hardov, dans le Hermon. Cette photo, elle est prise à Hardov, dans le Hermon. C'est un événement qui était tout en balagan en Israël qu'on a suivi. Une honte. Moi, je l'ai vécu parce que j'étais en Milouim à ce moment-là. Et j'étais à Hardov. C'est Israël, exactement. C'est Israël. Évidemment, ils ont passé la frontière. Parce qu'ils n'ont pas peur. Il y a comme ça. Vous avez la frontière. Vous avez deux choses. Vous avez la première frontière. La première frontière, c'est celle que Israël a installée. Ce n'est pas nécessairement la frontière internationale, c'est là où, pour Tzahal, pour des raisons de sécurité, c'est là où Tzahal veut faire passer sa frontière. Des fois, tu dis, je ne vais pas être la frontière, je ne vais pas la laisser en bas de la vallée comme elle est maintenant, parce que c'est compliqué de défendre en bas de la vallée. Je me retire et je vais en haut de la montagne. Par exemple, ici. OK? Par exemple, au Hardov. Mais par rapport à nos ennemis, par rapport à ce qu'on est prêt à accepter de nos ennemis, moi, l'homme échané international par international, tu as dépassé la frontière internationale et tu t'es dirigé vers la frontière que moi je me suis fixée, mais tu es dans une zone normalement qui est une zone de mort. Ce sont des soldats libanais ou israéliens? Libanais. Ce sont des soldats libanais. Vous les voyez en armes, ok? Ils ne sont pas vraiment à la frontière. Regardez que devant eux, c'est dur à voir, donc je vous le montre. Devant eux, il y a des barbelés, tout frais, que Tzahal a mis. Pourquoi Tzahal a mis les barbelés? Pour dire... Ah, c'est tombé bien, ok? Pourquoi Tzahal a mis les barbelés? Okay. Pourquoi Tzahal a mis les barbelés? Pour dire qu'ils sont derrière la frontière, je pense. Hein. Pour dire qu'ils sont... Non, ils ne sont pas à la frontière, il y a un barbelé, ils sont 20 cm derrière le barbelé. Okay. Maintenant, j'ai d'autres photos que je n'ai pas prises, parce que je n'allais pas non plus faire 30 photos. J'ai des photos de Hezbollah, de terroristes de Hezbollah en civil, dans ces mêmes événements, dans cette même semaine d'événements, en juin 2023, du Hezbollah qui sont du côté israélien, debout, tranquille. Hein? Moi, j'ai rien dit. Ils n'aiment pas la musique, ils veulent une autre. C'est parce que c'est les 3 semaines, c'est pour ça. Hein? On continue? Ok? Vous l'avez ou pas? J'ai des photos. Il y a un grand, un journaliste du Hezbollah, il est mort. Hein. Il est mort, j'ai oublié son nom. Abou quelque chose, évidemment. Ok. Abou. Ok. Il me semble Abou Chouaib, ou je ne me rappelle plus, qui a un grand Twitter, TikToker, Twitter, etc. Et j'ai des photos de lui du côté israélien de la frontière, avec un terroriste, des commandos Radouane, qui est à côté de lui. Vous le voyez comment il est taillé, etc., pour le protéger. Et genre, on se dit bonjour, quoi. Parce qu'on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, et donc on se nargue. On se dit bonjour. C'est quoi cet événement? Cet événement, c'est en juin 2023. Donc on est quelques mois avant octobre 2023. Et Israël décide, je ne sais pas pourquoi, mais Israël décide de déplacer
la frontière qu'Israël a tracée dans Ardov, de la déplacer de quelques mètres, de 50 mètres, de 100 mètres, vers la frontière internationale. De ne pas passer la frontière internationale, mais de déplacer la frontière Israël. La frontière internationale, elle était là. Israël s'est retiré ici. Ils disent, OK, pour X raisons, maintenant on va aller ici. Une semaine de balagan. Une semaine avec l'ONU. Je me suis fait pointer pendant ces jours-là par un soldat libanais, un RPG sur moi. Je n'étais pas inquiet, c'est un soldat libanais. OK, un RPG sur moi, et personne ne bouge, on n'a pas tiré un coup de feu. On n'a pas tiré un coup de feu. Qu'est-ce qu'on a fait pendant une semaine? On a négocié avec l'ONU. Mais c'est des trucs que j'ai vécu, je vous le raconte. Maintenant, cette paracha, elle est connue. Pour ceux qui suivent un petit peu les news, c'est ce qu'on appelle en ivrite, c'est un événement qui s'appelle Parashat HaOhel. À la fin de la semaine, le Shabbat, moi j'étais pas la Shabbat, ok? À la fin de la semaine, le Hezbollah a installé une tente du côté israélien. Et Israël a laissé faire. Et moi, comme je suis un sioniste, comme j'aime Tzahal, etc., je disais aux soldats qui étaient avec moi, je leur disais, mais vous n'avez pas compris qu'en fait tout ça c'est une ruse israélienne, ils sont en train de ramasser des renseignements. Ils voient qui c'est qui débarque, d'où il débarque, combien de temps ça lui prend pour venir, qui c'est qui l'accompagne, etc. On ramasse des renseignements sur le Hezbollah. Est-ce que j'ai raison? Je crois pas. Je crois pas. C'est possible, mais je crois pas. Je crois que c'est juste une honte ce qui s'est passé. Et donc en juin 2023, Israël pendant une semaine en juin 2023 se torture jusqu'à l'état-major, jusqu'au chef d'état-major, jusqu'au Premier ministre. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un paysan libanais qui nous nargue et qui passe de notre côté, et on n'a pas tiré une seule balle. Et vous avez des mecs de l'ONU qui vont de l'un à l'autre, qui passent de l'un à l'autre, qui passent leur journée à aller de l'un à l'autre. Donc il vient à toi, il te dit, ok, là je viens de parler là aux Libanais, ils disent que si le D9 qui est ici, il passe juste derrière, comme ça il ne le voit pas, alors eux aussi ils reculent de 15 mètres. Je vous promets. Et donc celui qui est responsable de ça, l'officier qui est responsable du Kishour, il dit donc à ce représentant de l'ONU, il leur dit, ok, va leur dire que s'ils veulent que moi je mette le D9 juste derrière pour qu'ils ne le voient pas, je veux il y a là-bas 3 voitures, il y a 3 jeeps, la jeep de gauche, je ne veux pas la voir, j'arrive. Il repart chez les Libanais. Il revient un quart d'heure après. Et il dit, bon, je viens de leur dire, a priori c'est bon. Ils disent, d'accord, il n'y a pas de problème, mais alors à ce moment-là, vous aussi, vous prenez une de vos jeeps, et voilà, comme ça toute la journée. Comme ça toute la journée. Ezeboucha, quelle honte. Ezeboucha, quelle honte, ok? Quelle honte. Et il y avait là-bas, moi je suis dans les bulldozers, les D9, les bulldozers blindés, ok? Donc j'étais là-dedans. À la première pierre qui nous tirait dessus, parce qu'ils tiraient dès qu'on s'approchait, ils commençaient à jeter des pierres, derrière l'ONU. Il y a le mec de l'ONU, et derrière, ils se mettent à jeter des pierres. À la première pierre, tout ça, j'ai des photos, à la première pierre qui lançait, hop, la radio, revenez. Pourquoi? Pas parce qu'il va m'arriver quelque chose si je prends une pierre, je suis dans un bulldozer blindé. Parce que si je jette des pierres et qu'il y a une pierre qui touche le bulldozer, on va être obligé de riposter, et on ne veut pas riposter. On veut pas. Pourquoi? Maintenant, moi, Besséder, ok, il y a des circonstances atténuantes, c'est ça, c'est ce que... Besséder, je ne sais pas ce qu'il voulait. Mais c'est une honte cette semaine. Ardov, le Hezbollah, qui vient tous les jours, qui te nargue, qui passe la frontière, qui rentre en Israël et qui te dit qu'est-ce que tu vas faire maintenant. L'armée du Liban, une armée que tu fais fou, elle n'existe plus. L'armée du Liban qui vient et qui se met à ta frontière en armes comme ça et qui te dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et ils ont raison, on n'a rien fait. Ils ont raison, on n'a rien fait. Ribono Shalolam, où on était au mois de juin. Et là, on est maintenant à dire, ok, très bien. Bon, allez, l'Iran, c'est fini. D'accord, il y a une opération qui est finie. Est-ce que maintenant... Je t'ai vu. Ok, on est là à dire, ok, ben c'est-à-dire l'Iran, c'est fini, etc. Maintenant... On aimerait passer, je ne sais pas, parler d'autre chose, ou parler de la chose suivante, ou poser des questions suite à ça par rapport à la société israélienne, etc. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, ce que moi je ressens, que j'ai envie de vous dire, mais non, pas du tout, il faut continuer à en parler, c'est de ça qu'il faut parler. Cette guerre-là, ou ce morceau-là de la guerre, la façon dont ça s'est passé, c'est ça qu'il faut raconter. La façon que ça s'est passé, il faut toujours retourner sur la guerre elle-même et dire qu'est-ce que cette guerre, elle booste, qu'est-ce que cette guerre, elle fait émerger. Et ce que je suis en train de vous montrer, donc c'est la première photo que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en montrer d'autres, il faut que j'avance.
il faut que j'avance. Et donc, j'ai parlé à mon ami Liel. Donc, Liel, il est un des Kaman, K'tsin Modi'in, ok, un des nombreux Kaman d'une des unités qui étaient les unités les plus impliquées, les plus présentes, unité terrestre. C'est-à-dire unité terrestre en Iran. Et donc, Liel me raconte, il me dit, on m'appelle au mois de janvier, après que j'ai fait déjà beaucoup de Milouim. C'est pas un combattant, ok, mais il est à l'état-major, à la Kyria. Il dit, on m'appelle en janvier, et quand on m'appelle en janvier, on me dit, donc en janvier 2025, donc on a à peu près un mois, entre 4 et 6 semaines après la victoire éclatante, folle d'Israël au Liban, okay, dont on va un tout petit peu reparler, si on a le temps, et on l'appelle, et on lui dit, on commence la préparation de l'attaque, de l'offensive, de l'opération que Israël va mener en Iran. Ça ne veut pas dire qu'on ne préparait pas avant, mais à partir de ce moment-là, on prépare. Okay, t'en fais partie, t'en fais pas partie. Tu as fait beaucoup de Milouim. Si oui, alors ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu repars en Milouim, quoi. Non, c'est pas un combattant, tu rentres à la maison, évidemment, etc. Mais voilà, quoi, il n'y a plus de travail, quoi, c'est fini, etc. Donc il hésite, il décide de le faire. Ça veut dire quoi? Je lui dis, mais Liel Mekinouma, ça fait 20 ans qu'on se prépare, 25 ans qu'on se prépare. Non. Opération, ça veut dire, on va donner une date, il y a une attaque, il y a des objectifs, et surtout, il y a ce qu'on appelle, il y a des bottes israéliennes sur le terrain. C'est-à-dire, on va rentrer des soldats en Iran. On va rentrer des soldats en Iran. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il me dit, le challenge pendant ces 2 mois, le challenge, c'était de prendre toute la masse d'informations, de renseignements, de tout ce que vous voulez, ok, peu importe, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, et de tout ça, d'être capable de le formater, pas seulement de l'analyser, mais de le formater à l'opération qu'on va mener contre l'Iran. Ok, à l'opération contre l'Iran. Et il me dit, pendant tout ce temps-là, il y a une boule au ventre, parce que c'est l'Iran. L'Iran, c'est 32 régions, districts. 32 districts, chacun de ces districts, il est plus grand que l'État d'Israël. C'est, je crois, près de 90 millions d'habitants. Hein, c'est près de 90 millions d'habitants. C'est une puissance régionale. Tout le monde a peur d'eux dans la région. C'est un étau incroyable, vous le savez. Cet étau qui est incroyable, et on décide, et il me raconte, et il me dit, et il dit la décision de faire ça, et de s'asseoir à ça, et de mettre une date, et maintenant de tous œuvrer. Donc ça y est, maintenant on va frapper l'Iran. Il dit, tu vois, tout d'un coup, il dit, je voyais que ça change l'armée. Ça change l'armée. Cette décision de courage, eh ben, elle rend courageux. Mais c'est-à-dire, elle rend courageux. Il est à la maison, on l'appelle un mercredi, et on lui dit, il faut que tu viennes, parce qu'il y a, il y a une présentation. Il faut que tu viennes pour une présentation. Il débarque à la présentation, il croit qu'il débarque pour une présentation, et quand il arrive à la Kyria, en fait, il comprend qu'il n'est pas arrivé pour une présentation, mais qu'il est arrivé parce que l'opération a commencé. Ça veut dire quoi que l'opération a commencé? Ça veut dire qu'avant que l'opération elle commence, il y a lui il connaît une, mais vous comprenez que mon Liel, vous le multipliez par 100 ou par 1000. Il y en a 1000 histoires comme ça. Lui, c'est son petit morceau à lui. Okay, l'unité, c'est Shaldag, on peut le dire. Okay, donc, c'est vraiment une des unités qui était le plus impliquée en Iran. Okay, une des 3 grandes unités des 3 grandes unités d'élite. Et qui est liée à l'armée de l'air. Ça, non? Qui est liée à Khel Havir. Et donc, il a amené, on lui dit pour une présentation, il comprend qu'en fait, ce n'est pas pour une présentation, mais que en fait, la préopération a commencé. Et quand la préopération a commencé, il comprend que le compte à rebours a commencé, ça y est, l'opération commence. Et l'opération, elle commence. Et il raconte qu'ensuite, jeudi, il se prépare pour, il me dit, 1 semaine d'opération. À la base, l'opération, c'était quelque chose qui était prévu d'assez Tsanoua, plus court, et assez Tsanoua, beaucoup plus petit que ce qui a eu lieu, concrètement, et on se prépare pour 1 semaine d'opération. Et ensuite, jeudi dans l'après-midi, commence à débarquer des gradés, et chacun plus haut gradé, jusqu'au Ramatkal, jusqu'au chef d'état-major, et chacun il vient et il y va de son speech, son speech de motivation et de galvaniser les troupes, et que c'est un moment historique, et Tzahal va faire ce qu'il n'a jamais fait dans son histoire. Et enfin, et ça fait un quart de siècle qu'on attend ça et qu'on se prépare, etc. Et tout le monde ressent qu'on vit non seulement un moment historique, mais qu'on vit un moment qui est nouveau dans l'histoire d'Israël, et qui est nouveau dans l'histoire de la Géoulat d'Israël, de la délivrance d'Israël. La première phrase, vous le savez, je vous dis que des trucs que vous connaissez. Hein, okay, comment ça commence tout ça, enfin ce que nous on sait. Encore une fois, je dis ce que lui, son prisme à lui, ce que lui il voit. Je ne vous raconte pas tout ce qui s'est passé.
parce que je ne sais pas. Sont prises mal. Comment ça commence? Ça commence avec, si je ne me trompe pas, les 26, c'est 26? Les 26 hauts gradés et hauts responsables du nucléaire iranien qui sont frappés en même temps. Vous vous rappelez de ça? Ça commence avec ça. Lui, il me dit 26, mais il ne se rappelle plus exactement si c'était 26 ou pas. OK? Frappés en même temps. Je lui dis, c'est vrai que ça a duré... c'est vrai qu'ils ont été frappés en 1 heure et demie. Il m'a dit en moins de 30 minutes. En moins de 30 minutes, les 26. Vous avez entendu parler de ces rumeurs qui sont vraisemblablement vraies, qu'une partie de ces 26, ils ont réussi à les réunir ensemble, ils les ont frappés ensemble, à les frapper ensemble. Ils n'ont pas tué tous ceux qui voulaient tuer. Ils n'ont pas tué tous ceux qui voulaient tuer. Mais la première vague, il se passe quelque chose qui est complètement fou. En 30 minutes, ils arrivent à décapiter non seulement l'armée iranienne, les Mishmarot HaMahapecha, comme on dit, les gardiens de la révolution, okay, pas seulement, il y a 2 armées en Iran. Enfin, il y a les gardiens de la révolution, et, qui est intérieure, qui est interne, et vous avez l'armée iranienne qui est toutes les frontières. Okay, ils arrivent à décapiter, et suite à ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est que vous avez des missiles Tilé-Chiout, je ne sais pas comment on dit en français, mais en tout cas des missiles balistiques ou de haute portée ou je ne sais pas quoi, hein, une série de X missiles de haute portée, chacun avec une cible qui est nécessaire, indispensable. Il faut que cette cible-là, il faut la toucher, il faut détruire ce truc-là et ce truc-là, il y en a 10 comme ça de ce qu'il m'a dit, avant qu'on puisse passer à l'étape suivante. Ils sont tous là en attente, les missiles partent, tous les missiles atteignent leur cible, cette partie-là de la mission est aussi accomplie. Et la troisième partie de la mission, c'est, regardez juste que je vois que je ne me trompe pas, la troisième partie de la mission, c'est quoi? Quelque chose qui n'est jamais réalisé dans l'histoire de Tsahal jusqu'à maintenant, c'est 100 ou plus de 100 avions qui en même temps sont en train de faire route vers l'Iran. Et il me raconte le sentiment, dans la salle d'opération, il me raconte le sentiment quand on voit cette espèce de... C'est des blinks, comme on dit, c'est des lueurs bleues. Okay, donc ce nuage en fait de lueurs bleues qui est en train de faire route vers l'Iran. Il y a du temps avant qu'ils arrivent, okay, de faire route vers l'Iran. Okay, et quand ils approchent de l'Iran, il me dit, il y a eu un moment qui était mon moment à moi. Il dit, mais de ce que je sais, de ce que j'ai parlé avec ceux qui étaient autour de moi, des renseignements, etc., je n'étais pas le seul. Il y a eu un moment de stress absolu. Pourquoi stress absolu? Il me dit, parce que... Pourquoi? Il dit, parce que s'il y a un avion qui est touché dans l'espace aérien iranien, on ne peut pas aller le chercher. Comment tu vas aller chercher là-bas un kilo en Iran, okay? On peut pas aller le chercher. A priori, on ne pourra pas aller le chercher. Évidemment qu'il y avait des trucs sur le sol au cas où. Mais on ne pourra pas aller le chercher. Et vous imaginez, maintenant on sait, okay, qu'est-ce que c'est qu'un otage pilote entre les mains de l'Iran? C'est une autre opération. C'est un autre opéra. Et dans les briefs, dans les projections avant l'opération, elles étaient qu'entre 3 et 5% des avions vont tomber. C'est-à-dire que c'était évident qu'il y avait c'est-à-dire si on est très très bon, si tout se passe a priori, enfin de façon... tout se passe bien, si tout se passe bien, entre 3 et 5% d'avions, et donc de pilotes, etc., seront touchés, seront endommagés, les pilotes qui doivent éjecter, etc. Donc c'est le moment. Et a priori, d'après toutes les projections, ça va arriver. La question c'est combien ça va impacter l'opération, combien ça ne va pas impacter l'opération. Et donc, ce nuage donc bleu passe la frontière iranienne. Et quand il passe la frontière iranienne, okay, donc il est en route, chacun avec sa mission différente, chacun avec ses cibles différentes. Et il m'a raconté quelque chose que je ne savais pas, et sur ça je vais vous faire une parenthèse. Il me dit d'abord comme ça. Il me dit ça a pris à peu près 1 jour et demi avant que l'Iran commence à réagir. Pendant 1 jour et demi, l'Iran, ils étaient en état de choc, personne ne bouge. Mamash. Meshiv da'ata machor, meshiv chachamim achor. Ok? Pendant, il dit 1 jour et demi sans riposte. Il me dit c'est un état de choc qui est total de l'Iran, comme si, voilà, mais 1 jour et demi où il ne riposte pas. Et du côté de Tsahal, on comprend qu'on peut lancer déjà une 2e vague. Et qu'on peut lancer une 3e vague, il est en train de passer quelque chose qui est complètement fou. Il est en train de se passer quelque chose de complètement fou. Vague après vague, l'Iran, pour le moment, ne réagit pas. Et donc, en fait, l'opération telle que nous, on la connaît, c'est une opération qui a changé pendant, qui s'est amplifiée pendant, qui s'est amplifiée pendant, avec des nouvelles cibles, ou des nouvelles missions, ou des nouvelles folies, ou des nouvelles aspirations. C'est quoi? Viens, on essaye ça, viens, on tente ça. Si pour le moment, il ne réagit pas, etc. Il me raconte quelque chose, il me dit, tu sais que pendant 7 ans, il y a eu une période de 7 ans, jusqu'à proche du 7 octobre, où pendant 7 ans, il n'y a aucun avion de Khel Aviv, aucun avion de chasse israélien qui a volé au-dessus du Liban, parce qu'au-dessus du Liban, il y avait 3 batteries de missiles sol-air, donc de protection aérienne, okay,
de protection aérienne. Il y avait 3 batteries qu'on connaissait dans tout le Liban, et à cause de ces 3 batteries de missiles, on ne volait pas au-dessus du Liban. Il m'a dit là, juste ce qu'on appelle l'ouest de l'Iran, Maharav Iran, avant d'arriver à l'espace de Téhéran, qui est l'espace surprotégé, l'espace de Téhéran, il dit juste Maharav Iran, l'ouest de l'Iran, il dit c'est des dizaines de batteries de missiles. Des dizaines. On ne volait pas pendant 7 ans à cause de 3. Et là, c'est la Tahana Merkazit. Okay, là, c'est la Tahana Merkazit avec des dizaines de batteries. Il dit, mais non, il y a une partie des batteries qui a été touchée dès le début. Il a dit, il y a une partie des batteries qui n'a pas été touchée. Et malgré ça, on vole. Il y a des protections, etc. Mais le moment, il me dit, et le deuxième moment de stress, c'est quand les avions ils doivent descendre. Parce que quand ils sont en haut, les avions ils sont quasiment protégés. Mais ensuite, ils doivent descendre pour lâcher leurs bombes. Et quand ils descendent pour lâcher leurs bombes, c'est là où ils sont vulnérables. Et fois après fois après fois. Okay, ça, c'est en gros, ce qui me raconte sur ces moments ou sur ces premiers moments. Okay, la dernière opération, c'est un truc. Okay, la dernière opération. Regardez, à mon avis, quelque chose qui est très intéressant. Il me reste encore quelques minutes. Combien de temps il me reste encore? Tant que je raconte des histoires, je peux continuer. Hein? Quelques minutes. Il n'y a personne derrière, le tzach lechol, non? Et la dernière opération, c'est une opération c'est quoi la dernière opération? C'est la dernière opération qui a été arrêtée en cours de route parce que Trump il a tweeté. Nachon? Parce que Trump il a tweeté qu'il fallait arrêter. Nachon? Okay. Mais Trump, il a tweeté qu'il fallait arrêter. Il y avait 70, si je ne me trompe pas, il y avait près de 60, je ne crois pas me tromper, il y avait près de 70 avions. Il y avait près de 70 avions qui étaient déjà rentrés en Iran. Lui, par exemple, sa mission à lui, par rapport à ce que sa mission à lui, c'était une destruction totale, ça devait être une destruction totale, de tous les hélicoptères de combat des Mishmarot HaMa'apecha. Et il me dit que, en fait, cette quasi-dernière opération, cette dernière opération, il me dit que ça devait être une des plus importantes, avec des nouvelles cibles. Et il dit, en fait, pendant qu'on était là, pendant qu'on regardait ça, pendant que ça se passait, pendant qu'on est en train de gérer ça, tout d'un coup, il y a eu ce moment de flottement, il paraît que Trump, il a dit d'arrêter. Mais qui c'est qui a dit on n'a rien reçu, etc. C'est un truc qui est passé par les news, et il me dit, tout simplement, les avions ont fait demi-tour au-dessus de l'Iran. Les avions ont fait demi-tour. On fait demi-tour au. Hein? Non, pas du tout. Ils ont fait demi-tour au-dessus de l'Iran parce que Israël a dit c'est bizarre ce qui se passe, c'est bizarre ça se passe comme ça, enfin peu importe. Mais stop, on bloque la dernière mission. La dernière mission n'a pas eu lieu. Pourquoi je vous raconte ça? Ce dernier truc, pourquoi je vous le raconte? Je vous raconte ça parce que regardez la différence flagrante entre 1 minute avant et 1 minute après. 1 minute avant, on est en train d'écraser un empire. Et encore, on ne sait pas tout. On découvre léat. Vous avez entendu, par exemple, que la très grande majorité, je crois 26 des 32 districts Mechozim qu'il y a en Iran, souffrent d'une pénurie folle de l'eau. Et il y a Choliot qu'Israël a un rapport avec ça. OK, etc. C'est-à-dire, on ne sait pas tout, évidemment qu'on ne sait pas tout. On découvre léat, il y a des choses qu'on ne saura jamais. 1 minute après, il y a un truc qui se dérègle, qui amène à une chaîne de dérèglement, les avions font demi-tour. Maintenant, pourquoi est-ce que son témoignage à lui il est important? Son témoignage à lui il est important parce qu'en fait, ce personnage-là, il est dans le cœur on va dire, de cette partie de Tzahal la plus performante, mais peut-être la plus compliquée ou la plus problématique avant le 7 octobre. Nachon? Ce type d'unité d'élite, et l'armée de l'air, etc. Nachon? Hein? Oui, tout le monde a compris. Et tout le monde a compris. Ok, tout le monde a compris. Maintenant, moi, je dis, regarde une seconde. Je dis, il y a un regain de Emouna, il y a un retour, il y a quelque chose, on sent. Il me dit, d'abord, il avait du mal à séparer les histoires des événements auxquels les histoires elles sont liées. Donc, en fait, il n'a pas envie de parler, quoi. Il n'a pas beaucoup envie de parler. Okay, il n'a pas tellement l'habitude de parler, quoi, de raconter. Il me dit, tu sais quoi, en fait, comme ça, dans tous les briefings qu'il y a eu suite à ça, le rouach, l'esprit, il est complètement différent. Il n'est pas Beshem Hachem, il n'est peut-être pas au nom d'Hachem, mais l'esprit, il est complètement différent. C'est un esprit de confiance, de victoire,
comment on dit, de conviction totale dans le bien fondé de ce qu'on fait, d'être capable de le faire, de défendre Israël, d'écraser les ennemis, de le faire malgré les peuples, de plus essayer de plaire aux nations. Il m'a dit un truc qui est complètement fou que tu entends dans les briefings. L'ordre du jour, il est plus du tout. Viens, on leur prouve qu'on est des gens bien, viens, on leur prouve qu'on est gentil, viens, on leur prouve qu'on est moral, etc., etc. Ça a complètement changé. Il m'a dit, l'ordre du jour, il est maintenant sioniste, national, Israël, la terre, le peuple, etc., etc. Vous avez compris? Quand il a mis son talit, Netanyahou, lui non plus, il n'est pas capable de dire où c'est marqué dans la Torah qu'il faut mettre le talit et pourquoi il faut le mettre, etc. Mais il a compris qu'en fait, il se drape du talit parce que le peuple est en train de se draper de son talit. Il y a une espèce de émouna flagrante, ostentatoire, une parole libérée. Je me suis rappelé ce matin qu'à l'époque des combats pour garder le Golan, vous vous rappelez qu'on s'est battu, en termes d'opinion 2 fois parce qu'il y a eu 2 premiers ministres, qui ont essayé de négocier avec la Syrie à l'époque où il y avait une Syrie contre le Golan et de donner le Golan. Le premier c'était Rabin, Zichrono Livracha, avec Assad, le père, Hafez el-Assad. Et le deuxième, c'était Ehud Barak. Et le deuxième, c'était Ehud Barak. Et les 2 fois, Baruch Hashem, ça s'est pas passé. Et en fait, ce qui est né, et je suis sûr qu'ici, il y a des vétérans aussi de ce truc-là, et avec Rabin et avec Ehud Barak, il y a un mouvement qui s'appelait Ha'amim HaGolan. Vous vous rappelez des stickerim, Ha'amim HaGolan, le peuple avec le Golan. Et en fait, c'était quoi? C'était des Bachourei Yeshivot. À l'époque, c'était Merkaz Harav, il n'y avait pas Haramor. À l'époque, c'était Merkaz Harav et toutes les Yeshivot et tous les élèves des Rabbanim, du Rav Tao, du Rav Zuckerman, du Rav Aviner, etc., qui, soi-disant, mettaient des casquettes. On mettait des casquettes pour cacher les kippotes. Mettez des casquettes, rentrer les tzitziot sifé, soi-disant on n'est pas religieux, comme si on pouvait se tromper, et qui ont créé un mouvement qui est devenu un mouvement populaire. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je me suis rappelé ce matin d'une grosse discussion qu'il y a eu, pas sur celui de Rabin, mais sur celui en 99 de Ehud Barak. 99 Ehud Barak, moi j'étais un petit peu impliqué, et on a demandé au Rav Aviner d'écrire un pamphlet, un flyer. Et ce flyer-là, de le distribuer de partout. Pas seulement des stickers, pas seulement des stickers, des centaines de milliers de stickerim, pas seulement des shlatim. Ça, c'est stickers. Shlatim, les grandes pancartes qu'on mettait sur les balcons et sur les fenêtres, des dizaines de milliers, mais aussi de distribuer des pamphlets. On avait demandé au Rav Aviner d'écrire un pamphlet. Et le Rav Aviner, il a écrit un flyer, donc il a écrit un texte. Et le texte que le Rav Aviner a écrit, c'était un texte où le Shem Hashem, le nom d'Hashem apparaît. C'est-à-dire que le Rav Aviner, il a parlé du peuple, de sa émouna dans Hachem, et de par sa émouna dans Hachem, de son amour d'Eretz Israël et de sa confiance qu'on peut gagner et garder la terre, etc. Mais il a parlé au nom, Beshem Hachem, il a parlé au nom d'Hachem. Et nous, on a pris ce flyer, on a commencé à le distribuer. Vous imaginez pas la discussion interne qu'il y a eu avec des gens qui sont, pour certains, aujourd'hui, des noms de rabbanim, des noms de rabbanim qui sont connus, tout le monde connaît, de dire « Mapitom ! Mapitom ! Qu'est-ce que vous distribuez? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là » Jusqu'à maintenant, on se cachait. C'est-à-dire, on le fait, mais on ne parle pas au nom d'Hachem. C'est pas... Exactement, on n'a pas délié notre langue par rapport à ça. On le dit de façon comme ça, avec la casquette. On est encore avec les casquettes. Qu'est-ce que t'as enlevé ta casquette? Ma pitom. Qu'est-ce que tout d'un coup tu montres ta kippa à tout le monde? C'est le Rav Aviner. C'est lui qui avait raison. Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit maintenant. Ce qu'on vit maintenant, ça veut dire que le Shem Hashem, le nom d'Hachem, il est maintenant dévoilé. Pourquoi est-ce que le Shem Hashem, il est maintenant dévoilé? Parce que ce qui s'est passé n'est absolument pas miraculeux, mais n'est absolument pas possible sans miracle. Ok? Alors c'est le dernier petit morceau, avant le repas. Mais écoutez ce que j'ai dit, ce n'est pas miraculeux. A priori, tu peux prendre n'importe quel haut gradé de l'armée de l'air, de Shaldag, de Sayeret Matkal, de Shmoné Matayim, de toutes ces unités-là qui ont construit cette année de victoire depuis le Liban jusqu'à l'Iran, et il peut s'asseoir avec toi et pendant 2 heures t'expliquer, pas du tout. Tout ce qui s'est passé est le fruit d'une sagesse, d'une excellence humaine. D'une excellence humaine de ce que Israël développe depuis 20 ans et 25 ans. Est-ce qu'il a raison? Il a raison. Est-ce qu'il a raison à 100%? Il a raison à 100%. Il vient et te dit, pas du tout, tu crois qu'il y a eu un miracle et que la mer s'est ouverte, mais pas du tout. C'est moi qui l'ai ouvert, la mer.
C'est moi qui l'ai ouvert la mer. Viens, je t'explique comment ça s'est passé. Je suis humble, je ne dis pas, etc. Ok? Et qu'est-ce qu'on lui répond? Il a raison, a priori. C'est technologique, c'est technique, c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de courage. Et c'est la fine fleur de la capacité israélienne, etc. Il a raison, a priori. Ok? Il a raison. Sauf que, tu as raison, sauf que tout ça, on l'a vu aussi le 7 octobre, et le 7 octobre, il n'y avait rien de tout ça qui marchait. Il n'y avait rien de tout ça qui marchait. Tout s'est cassé la figure. Toutes ces 10 000, 15 000, 20 000 maillons qui sont alignés un après l'autre, et chacun dépend de l'autre. C'est un domino. Il y en a un qui tombe, ils tombent tous. Il y en a un qui tombe tous. Le 7 octobre, ils sont tous tombés. Tous tombés. Shmoné Mataim tombé. L'état-major tombé. Ils sont tous tombés. L'armée ne savait même pas que c'était la guerre. L'armée, jusqu'à l'après-midi, ne savait même pas que c'était la guerre. Okay, si vous suivez un petit peu les films chauffards, dans les films chauffards, on a fait un film notamment sur Amit Man. Amit Man, c'est la paramédic de Be'eri, Zichrona Livracha, personnage extraordinaire. Amit Man, elle meurt à 14h12. À 14h12, à Be'eri, elle n'a pas vu un soldat. Depuis 6h30 du matin. Maintenant, il y a des soldats, mais ils ne sont pas là. Et même ceux qui là, c'est des unités qui s'organisent. Jusqu'à 14h12, maintenant, moi, je suis rentré dans Be'eri, j'ai fait le chemin depuis l'entrée de Be'eri jusqu'à l'infirmerie, là où elle était. 5 minutes. 5 minutes, 6 minutes. C'est-à-dire, à 14h12, elle n'a pas encore vu un seul soldat. C'est-à-dire, etc., etc. C'est-à-dire, tout ce que tu étais maintenant, avec l'Iran, tu étais aussi, même si tu as été surpris, tout ce que tu veux, etc., tu as été aussi le 7 octobre. Donc ça veut dire, ton argument, il est vrai. Sans toi, ce n'est pas possible. Mais avec toi seulement, ce n'est pas possible. Mais avec toi seulement, ce n'est pas possible. Et donc, si je dois l'expliquer, enfin si je dois donner une espèce de définition, je vais vous dire comme ça. Je vais vous dire comme ça. Il y a un avion. Il me l'a raconté parce qu'il me dit que ça a été publié. Okay, il me dit que ça a été publié. Je dis ouais. Je ne sais pas de quoi il parlait. Et il me dit il y a un avion qui est arrivé, il y a un avion qui était au-dessus de l'Iran, qui a eu un grave problème technique, et qui devait a priori éjecter. Au lieu d'éjecter, ils ont essayé de lui faire demi-tour. Il a été accompagné. Okay, il a été accompagné par un autre avion. Il a été accompagné par un autre avion. Il a suivi ce truc-là. Il y avait un officier de renseignement qui était donc responsable de ce truc-là. Il me dit, l'officier de renseignement, à un moment, il me dit, tu sais quoi, s'il arrive à s'en sortir, lui, je fais la tfila tous les jours. Okay, un type qui vient il vient de contrées, de régions, et de parties du peuple qui sont très, 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 très loin de la tfila. Il lui dit, tu sais quoi, s'il arrive à s'en sortir, lui, tu sais quoi, je fais la tfila tous les jours. Il s'en sort pas. Il s'en est sorti. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Aval, il s'en est sorti. Maintenant, au début, je me suis dit, je ne vais pas vous raconter cette histoire. Pourquoi je vous raconte cette histoire maintenant? Parce que comme ça, c'est anecdotique. Mais tu prends cette histoire, tu la multiplies par 10 000, et tu comprends qu'en fait, ce qui s'est passé avec l'Iran en 13 jours, c'est que cette espèce de domino, avec des milliers et des milliers de pièces qui sont liées les unes aux autres, et qui dépendent les unes aux autres, elles se sont toutes alignées ce jour-là. Toutes les pièces de domino ont été créées par l'homme, ont été créées par Israël. Toutes les pièces de domino ont été créées par Israël. Si tu prends un morceau de ce domino-là, et tu dis, tu sais quoi, incroyable, une chance incroyable, beaucoup, beaucoup de compétences aussi, mais voilà, quoi, un hasard incroyable, tout s'est bien enchaîné, c'est bien. Et ce morceau aussi, et ce morceau aussi, et ce morceau aussi, et ce morceau aussi. Tous les morceaux ensemble, tu rentres dans une probabilité qui est absolument impossible. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une espèce de Yad Hashem, de main d'Hachem, mais invisible. On est dans une espèce de Yad Hashem, de main d'Hachem qui est invisible. Et en fait, pour revenir aux natives, c'est exactement ça. C'est exactement ça le chidouche. Le chidouche, ou cette espèce de nouveau monde dans lequel on est, parce qu'on est dans un nouveau monde. C'est ça que j'essaye de vous dire, ce que je pense, qu'on est vraiment dans un nouveau monde. Une nouvelle guerre, des nouvelles capacités, une nouvelle aide d'Hachem, une nouvelle façon d'Hachem de se dévoiler et de gagner la guerre pour nous. Ce qui était tout petit à la guerre des 6 jours, c'est devenu. Et surtout qu'on a le contraire de ça. On a la possibilité très très facilement, okay, ça veut dire que le Ribono Shalom nous a donné la possibilité de ne pas se tromper. Je vais te montrer comment ça peut être tout le contraire. Où il n'y a rien qui marche pour toi et il y a tout qui marche pour l'ennemi. Et c'est un ennemi en savate, comme l'a dit le Rosh Memchala. Okay, et il y a tout qui marche, mais lui c'est un alignement incroyable. Tac, 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 tous ces dominos se sont alignés ce jour-là. Tous tes dominos sont tombés. Il n'y en a pas un qui n'est pas tombé. Il n'y en a pas un qui n'est pas tombé. Donc, je t'ai montré exactement le contraire. Au-delà de l'humilité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici ce qu'on appelle un niveau de miracle. Le Rav Kook appelle ça Eged Elyon.
Il dit que dans le futur, dans la délivrance d'Israël, il écrit ça dans Israël ou Triato, dans le livre de Horoth, Israël ou Triato, Yit Agdu Hateva Ve'anes, du mot Aguda, ok, s'uniront, s'assembleront le naturel, les lois de la nature, et le Nes et l'intervention, le surnaturel et le miracle, Eged Elion, un assemblage qui est supérieur, qui est quelque chose d'autre. Et en fait, une intervention divine qui est évidente, absolument évidente. Maintenant, le flyer de l'Iran, c'est un flyer où le nom d'Hachem, il apparaît. Et celui qui cache le nom d'Hachem maintenant, il n'a rien compris. Plus besoin de le cacher. Le nom d'Hachem, il apparaît aux yeux de tous. Il faut juste le comprendre, le dire, et ne pas descendre de ça. Ne pas descendre de ça. Le nom d'Hachem, il est sur les lèvres de tous. Ça ne veut pas dire qu'on l'a compris, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hauts et des bas, ça ne veut pas dire que la suite ne va pas être laborieuse. Aval, Shem, Hachem. Bet Yaakov Lechu Venelcha, qui étaient les premières lettres des Bilouim, comme vous savez, de ces premiers pionniers, les Bilou. Okay, quand le Rav Tzvi Yehuda Kook a été envoyé par son père, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, pour diffuser sa Torah chez les grands rabbanim d'Europe, chez les géants d'Europe, pré-Shoah, okay, de ce monde géant de la Torah, le Rav Tzvi Yehuda raconte qu'il y en a une minorité qui était d'accord avec le Rav Kook, une majorité qui savait pas se prononcer, qui n'avait pas étudié la Sugia, okay, qui étaient des géants de la halacha, mais là c'est compliqué. Il Cheta la Meshicha, c'est compliqué. Et 3 qui étaient farouchement opposés. Un de ces 3 qui étaient farouchement opposés, okay, c'était le Admour du Chabad de l'époque, et il dit au Rav Tzvi Yehuda notamment, il dit, vous savez, vos pionniers qu'on appelle les Bilouim, c'était les premières lettres de Bet Yaakov, maison de Yaakov, Lechu Venelcha, allons. Il dit, il manque la fin du pasouk. La fin du pasouk, c'est Be'or Hashem. Bet Yaakov Lechu Venelcha Be'or Hashem. Si c'était Be'or Hashem, je suis avec vous. Mais comme c'est pas Be'or Hashem, je suis pas avec vous. Et il était contre. Et le Rav Tzvi Yehuda a dit, c'est Be'or Hashem, mais ils le savent pas. Enfin, c'est Be'or Hashem. Hashem, il sait. Et eux le savent pas. Be'or Hashem. Mais là, maintenant, c'est Bet Yaakov Lechu Venelcha Be'or Hashem. Évident que c'est Bet Yaakov Lechu Venelcha Be'or Hashem. Et c'est pas qu'on est moins que le miracle. C'est pas qu'on est en dessous d'une mer qui s'ouvre, on est au-dessus d'une mer qui s'ouvre. Ça veut dire qu'il y a une capacité à ce que le projet divin, et je finis là-dessus, il y a une capacité à ce que le projet divin, il y a une capacité à ce que à ce que cette délivrance d'Israël, ce retour d'Israël, qui est un retour de la Shrina, qui est un retour du monde à la normalité, qui est un retour du roi dans son royaume, il peut passer par l'effort humain, il peut passer par la société israélienne qui est en train de se construire. Il s'exprime à travers ça. Il a raison, celui qui vous dit, tu sais, c'est une affaire d'excellence. Il a raison. Sans l'excellence, eh ben, il y aura besoin de faire un miracle qui soit un miracle surnaturel, qui soit un miracle extraordinaire. Mais là, maintenant, on est dans quelque chose d'autre que le Rav Kook appelle Eged Elion. Yit Agdu Hateva Ve'anes. Là, maintenant, on est dans une fête où le monde tel qu'il est aujourd'hui, notre monde à nous, le monde d'Israël, pas le monde des nations, évidemment. Le monde des nations, au contraire, il s'oppose plus que jamais. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Okay, que le monde d'Israël aujourd'hui, il est capable d'être porteur du projet divin de telle façon à ce qu'ils sont tellement liés que il n'y a pas besoin qu'il y ait un panneau où c'est marqué c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, je suis Hachem, okay, pour que ce soit clair pour tout le monde. Et donc, il me semble que si on parle d'étape, de où on en est maintenant, il me semble que ce truc-là, il ne faut pas le rater, il faut continuer à en parler, il faut continuer à le développer. Ou le man tessaper, je dis qu'est-ce que vous racontez à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous racontez à vos petits-enfants? Et peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas navi. Aval lo navi, velo ben navi. Okay, mais peut-être que quand, de façon tellement claire, c'est ça le chidouche, en fait, dans une guerre qu'il y a eu, et bien peut-être que ce chidouche-là, il est justement ce qui devait émerger de ça, et ce qu'il faut maintenant implémenter, ce qu'il faut développer au sein de nous, et qui est présent dans la société israélienne. Il ne faut pas avoir honte, ni gêner, ni peur, ni penser qu'ils ne sont pas avec nous, ou je ne sais pas quelle bêtise. Et pas bêtise, la Géoula aujourd'hui, elle se fait de façon évidente, Beshem Hachem. Et voilà, et c'est maintenant, voilà quoi, c'est l'ordre du jour.